Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-du6tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour Louis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast de Radio Camping. Avec grand plaisir. C'est vrai que ça fait un moment que je te connais, par personne interposée, parce que ça fait un moment qu'on te suit donc dans l'HPA, et toi ça fait très longtemps que tu es dedans, non? Moi j'ai commencé dans l'HPA en fin de l'année 99. J'étais actionnaire du premier camping en 2000. Donc là à l'époque tu étais un peu un des premiers à sentir le filon de l'HPA, parce que à l'époque c'était quand même, j'imagine, beaucoup de gestion de père en fils, enfin familiale, et en tout cas beaucoup moins qu'actuellement d'investisseurs qui venaient. Et toi, tu as racheté un camping, c'est ça? Oui, j'ai eu une opportunité. Alors, j'ai pas été visionnaire du tout. Ça a été le hasard des rencontres et de la vie qui m'ont amené à ce métier-là. D'accord. Je devais être embauché dans un camping en tant que responsable du site pour aider les gérants. Et puis une rencontre avec un ancien joueur de rugby qui partait à la Coupe du Monde, pour pas le citer, Philippe Bernatzel, qui venait manger dans ma brasserie à Bayonne. On s'est liés d'amitié. On a fini par acheter ce camping un peu en se disant c'est un métier sympa, on verra. Ah ouais, d'accord. Et puis ça, l'aventure a démarré comme ça. Donc ça n'a pas été. Tu étais entrepreneur déjà avant? Oui, tout à fait. Ouais. Si on revient avant, donc brasserie et avant, comment t'as... Non, j'ai fait très vite des études dans le technique, j'ai un CAP tourneur-fraiseur. D'accord, ok. J'ai fini par un BTS maintenance industrielle et la vie d'usine ne me correspondait plus trop. Donc un soir d'été, avec une autre amie, tu veux prendre un bar? Ok, on prend un bar. Et donc j'ai arrêté après le BTS. Je devais faire une école d'ingénieur où j'ai abandonné donc ma carrière de futur ingénieur potentiel. D'accord. À Bistro Quai à Bayonne. Ça s'appelait comment? Le Bayonne Bar, ça s'appelait. Le Bayonne Bar, d'accord, Ouais. ok. Donc tu es arrivé à Bayonne, enfin tu étais bayonnais j'imagine, et tu as repris un bar, et c'est sûr que forcément le bar, bon, j'imagine moins rentable que l'hôtellerie de plein air. Par contre, c'est un truc où tu peux faire des belles rencontres, et notamment des belles rencontres comme Philippe Bernatzel. Ouais, au-delà de la rentabilité, parce que ça n'a pas été la rentabilité dans les affaires, c'est une conséquence et ça n'a jamais été un grand but pour moi. Il vaut mieux que ça marche parce que sinon on ne dure pas longtemps, mais je fais jamais les choses par un but que financier en tout cas. Ouais. La restauration c'était un métier compliqué, ça faisait 4 ans qu'on faisait ça avec mon amie, elle a eu un enfant, donc elle voulait changer de métier, puis moi sans elle je voulais pas continuer. J'ai rencontré Philippe, donc c'est pour ça que je devais, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui venait manger aussi. Tu veux arrêter le bar, il y a quelqu'un qui cherche un couple de personnes qui arrivaient à la retraite, qui voulaient un coup de main pour les aider à gérer le camping. Ah oui, c'est le camping La Mer à la Benne. D'accord, ouais. Entre temps je rencontre Philippe, je connaissais pas comme ça parce que je suis un inculte du sport, enfin à l'époque un peu plus maintenant, mais à l'époque j'étais un inculte du sport, je savais pas qui il était, c'est des gens qui m'ont parlé de lui, il partait à la Coupe du Monde en plus, donc la première fois que je l'ai vu à la télé, c'était quelque chose. C'est la première fois que je voyais quelqu'un à la télé que j'avais vu en vrai dans ma vie. Et de fil en aiguille, quelques mois après, on s'est retrouvés à non pas gérer le camping, mais à l'acheter ensemble. Ah oui, tu leur as proposé finalement aux gens, pourquoi vous ne me le vendez pas? C'était un camping à l'époque familial. Exactement. Vous leur avez proposé de le racheter, vous l'avez racheté donc associé. En 2000, ouais. D'accord. Toi majoritaire ou comment ça Non, se on passait? était à 50, on a été associés, enfin, ça fait 24 ans qu'on est associés maintenant, dans différentes affaires. Ah oui. Et on a toujours fait tous les deux à 50-50. Tout le monde a pris pour un fou, tout le monde m'a pris pour un fou. Notre histoire s'explique pas, elle est comme ça et ça fonctionne. Et même si maintenant on travaille plus trop ensemble pour plein de questions, plein de raisons, mais on est toujours très amis et très liés. Et là pour le coup, il était que financier. Et toi tu étais à 50%, mais tu as fait tourner l'affaire. On a eu, grâce à lui, des aides pour avoir les financements. D'accord. Mais on était opérationnels les deux, même quand il jouait, il venait au camping après les entraînements. Ah oui, d'accord. Il était là, ça a dû créer une certaine convivialité, une traction commerciale et touristique pour le lieu, quoi. Chacun avait son rôle, mais c'était bien. Enfin, il n'y a jamais eu on s'est jamais marché dessus. 25 ans, je pense pas, on s'est jamais engueulé. Ah ouais. D'accord. On a toujours été. On est toujours très liés. C'est beau le côté, au-delà de ça, le côté entrepreneurial et arriver à avoir des personnes comme ça qui ont des belles success stories, parce qu'on va en parler. L'idée d'interviewer Louis, c'est que justement, il a une expérience assez atypique et une activité aujourd'hui originale qu'on n'a jamais évoquée dans la partie radio camping. Donc c'est pour ça que, en plus, c'est un local de l'étape. Donc il est physiquement au BAB, Bayonne Biarritz Anglette. Et donc du coup, je lui ai proposé de venir ici. Surtout qu'il y a une actu assez importante aussi hier, parce que donc du coup, tu es passé sur Capital, c'est ça? Oui, on a eu un
petit reportage sur Capital. Donc voilà, donc on a l'opportunité de tourner après Capital et de revenir sur ce parcours. Donc du coup, camping La Mer. Après, comment ça s'est passé? Vous l'avez géré donc de manière paisible et ensuite vous l'avez vendu? On a développé parce qu'on a acheté d'autres campings. On avait 6 campings. Camping La Mer à La Benne, camping Côte d'Argent qui est devenu Sudland à La Benne aussi. Ah oui, d'accord. Le camping Le Puntaou à Léon, le camping La Pomme de Pin à Saubion. Après on était à Oléron Loisirs sur l'île d'Oléron et à Jars-sur-Mer, camping Le Curtis. D'accord. Comment ça s'est fait, toutes les acquisitions comme ça? C'était après Avec des rencontres, des amis, dont un Manuel Malène, qui on est toujours amis aussi, parce que la vie est faite de rencontres, qui nous a beaucoup aidé à trouver des investisseurs et avec qui on a acheté plusieurs campings. Là vous aviez une démarche proactive du coup. Oui, exactement. On a fait, ça sont des opportunités qu'on avait. Après, à partir de 2010, j'ai commencé à faire un peu d'immobilier, quelques aménagements de lotissement, de marchand de biens, etc. En 2012-2013, on a eu quelques difficultés. On a failli se rapprocher d'un groupe qui s'est créé à l'époque, qui s'appelle Sandaya, qui a bien grandi et qui a beaucoup grandi depuis. Ça s'est pas fait pour X raisons. J'arrivais en 2014-2015 avec 15 saisons derrière moi. Ah oui. J'étais minoritaire du groupe. Avec Philippe, on était devenu minoritaire. D'accord. On n'avait plus trop le moyen de nos ambitions ou les ambitions de nos moyens. On a décidé d'arrêter proprement, on va dire. On a arrêté les derniers campings en 2015. D'accord. On a vendu en grosse partie à Capfun. D'accord. Comment démarrer l'immobilier depuis 2010 en parallèle. D'accord. En 2013, un des fondateurs d'Incitom, qui est un promoteur local sur le Pays Basque et le sud des Landes. Et un peu par hasard, j'ai fait le premier PRL. C'était des chalets qui avaient en face du camping La Pomme de Pin qu'on venait d'acheter. D'accord. Il fallait traverser la route départementale, donc c'était très dangereux. J'avais très peur que quelqu'un se fasse écraser ou quoi, enfin un accident pour traverser la route pour venir à la piscine. Donc j'ai dit je vais vendre le chalet. Et puis, à part. On verra ce que ça donne. Il y a eu un gros succès et voilà comment démarrer l'aventure des PRL. À côté, il y avait notre permis qu'on a fait par la suite. Et est né Nature Résidence, donc après les campings, est né Nature Résidence en 2015. Pour la petite histoire, donc Louis gère maintenant Nature et Résidence, qui a des déclinaisons dont tu vas nous parler, mais qui aujourd'hui est principalement une gestion de PRL. C'est ça l'activité donc qui est atypique, c'est-à-dire que c'est, je me dis si je me trompe, c'est de la vente de parcelles. Souvent on connaît le camping de propriétaires, entre guillemets propriétaires, ça, on entend finalement ils sont propriétaires que de leur locatif qui est sur un foncier qui appartient à un propriétaire du camping dans sa globalité. Vous avez été précurseur dans la vente de parcelles individuelles, donc où là il est propriétaire de sa parcelle, plus du locatif ou de l'hébergement dur, c'est quoi? Alors, précurseur, non, parce qu'il y a deux types de PRL au niveau de l'urbanisme. Il y a PRL en gestion hôtelière, donc qui fonctionne comme un camping. On peut avoir des chalets, des mobilhomes, des emplacements nus en location, mais c'est un seul gestionnaire. Et il y a le PRL en cession de parcelles, où là, on découpe, on aménage et on vend parcelle par parcelle. D'accord. Précurseur, non, ça serait trop prétentieux de dire ça, parce que les PRL, ils s'en est fait avant nous. Mais par contre, on est devenu un peu une marque un peu référence du côté où on est sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on recherche le foncier, on dépose les permis d'aménager, les autorisations d'urbanisme, on fait les travaux, on pose les chalets et on vend. On commercialise nous-mêmes, donc on ne passe pas par des réseaux. Donc en fait, depuis le contact avec le propriétaire du foncier jusqu'à la remise de la dernière clé du chalet, tout en interne. Et multimarque, une diffusion sur tout le territoire. Quoi. Donc voilà, et donc une marque qui est multisite, qui gère toute la chaîne de valeur, on n'est pas les seuls, je pense, mais les premiers. On a eu de l'avance, on va dire. Ouais. Ça, souvent, il y a un propriétaire foncier, comme d'ailleurs à Asparin, camping, qui décide finalement Jean-Marie, je connais qu'un ami. Ouais, c'est ça, Jean-Marie Orlac qui a décidé de s'alléger une certaine charge, comme tu l'as fait sur ton premier d'ailleurs, pour des raisons de charge, de saison, de lassitude ou de topographie aussi des fois, qui souhaite, parce que des fois c'est une partie du camping, comme je crois Jean-Marie. On peut faire une partie du camping, c'est une autorisation à part. D'accord. On peut faire un mix de camping, PRL à côté, mais c'est deux autorisations bien différentes. Ou alors des PRL mix aussi, ça existe. Une partie en gestion hôtelière, une partie en cession de parcelles. Et Jean-Marie, je le connais très bien parce que c'est lui qui m'a vendu mes premiers chalets dans mes campings depuis 2002 ou 2004. Et ça m'a fait grand plaisir de l'aider, de filer un coup de main au départ de son PRL, qui est une très belle réussite. Alors oui, quand tu dis de gestion hôtelière, c'est un peu comme, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui a le camping à Castianda où il a 100% du foncier à lui, mais qui met des hébergements dont ils sont propriétaires, donc c'est ça que tu entends. Le PRL en gestion hôtelière, c'est comme un camping en fait. Oui, c'est le camping de résidents quoi. Oui, c'est le camping de résidents. Voilà. D'accord, ok. Du coup, comment ça se passe? C'est une copropriété après pour le gérant pour le propriétaire de sa parcelle et de son hébergement. C'est une copropriété, comment ça se passe? Alors, nous, donc, on vend toutes les parcelles et après il reste donc les voiries, les réseaux et les espaces communs, parce qu'on fait toujours des piscines, des aires de jeu, des wellness, etc. Tout ça, c'est pas tout à fait une copro, c'est plus simple que ça. On crée une ASL, une association syndicale libre, qui est une forme de copro horizontale très allégée, puisque dans les copros d'un immeuble, il y a des ascenseurs et des millièmes, etc. Donc c'est assez complexe.
Là, c'est plus simple, c'est une Tu ASL. n'es même pas propriétaire, je crois, dans une copropriété, Non. de ton hébergement. Tu es propriétaire d'un tantième, enfin d'un D'espace commun. Oui, d'accord. Le logement, on est propriétaire de logement, mais tout ce qui est extérieur, par exemple un balcon, c'est des millièmes de Ah, copro. d'accord, ok. Et en fonction de la taille de l'appartement, on a X millièmes des parties communes des pour parties calculer communes. les charges, quoi, tout simplement. Ok. Donc nous, c'est beaucoup plus simple, c'est une association syndicale libre, donc c'est une ASL. Une parcelle qu'elle fasse, quelle que soit sa taille, quelle que soit la taille du chalet, c'est une parcelle, une voie. D'accord. Donc s'il y a 60 propriétaires, il y a 60 voies. Ah ouais, d'accord. Et Oui, parce qu'ils sont tous la même taille à peu près les parcelles. Ouais, à peu près, et puis ça serait trop compliqué à déterminer. Parce que des fois, il y a un petit chalet sur un grand terrain, des fois, il y a un plus grand chalet sur un plus petit terrain, donc ça serait des calculs trop compliqués. Une parcelle, une voie, c'est simple, puisque l'utilisation des parties communes, le chalet qui fasse 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés, si c'est 2 chambres, c'est 4 personnes ou 6 personnes, ça varie pas. Et donc, à la fin du programme, on rétrocède toutes les parties communes et les voiries à cette ASL qui en devient propriétaire. D'accord. Donc, ils sont propriétaires de leur parcelle, bien identifiés chez le notaire, ils vont chez le notaire pour acquérir le terrain comme dans un lotissement, donc ils sont en pleine propriété, c'est pas de la jouissance privative, c'est pas associé d'une société comme certains font qui donnent juste droit à une jouissance mais qui ils sont pas chez eux, même si ça peut paraître comme ça, c'est pas le cas, juridiquement c'est pas le cas. Là chez nous ils sont vraiment propriétaires du terrain avec un bornage, un plan de géomètre, ils sont propriétaires du terrain et du chalet, et après ils font partie de la ASL, ils sont membres de droit de la ASL, quand ils vendent le nouveau propriétaire et un nouveau membre de droit, et les parties communes appartiennent à la ASL. Ils se la gèrent entre eux. Donc il y a des fois on appelle comme un syndic bénévole où ils gèrent entre eux, mais des fois ils font appel à un syndic extérieur pour leur gérer parce qu'ils ne veulent pas s'embêter à faire des appels de fonds, etc. Donc c'est après eux qui gèrent leur copropriété, on va dire. Mais ils ne sont pas copropriétaires, c'est des membres de la SL. D'accord. En termes de locatifs, c'est des mobil-homes, c'est des chalets, c'est des fondations dures. Là aussi la réglementation est très claire, même si certains on ne la respecte pas tout le temps. Nous en tout cas on se fait force de respecter les réglementations, ce qui est normal. Dans un PRL en cession de parcelle, on ne peut édifier qu'un HLL, une habitation légère de loisirs. D'accord. Et donc pas un mobil-home. Un mobil-home ne peut être installé dans un camping ou dans un PRL en gestion hôtelière et non pas dans un PRL en cession de parcelle. D'accord. Donc nous installons, et un mobil-home où on enlève les roues, ça ne devient pas une HLL. D'accord. Donc les textes sont bien clairs là-dessus. Chacun fait comme il veut, mais nous on est très droit dans nos bottes par rapport à ça. On n'installe que des habitations légères de loisirs, c'est-à-dire des chalets ou des cottages. L'avantage du mobil-home, c'est que souvent on dit que c'est mobile. S'il y a des risques d'inondation, ça peut être bougé. Je crois qu'à l'île de Ré, c'est obligatoire. Si demain vous devez installer un PRL à l'île de Ré, comment est-ce que vous pouvez faire? On n'aura pas les autorisations tout simplement parce que ça peut pas se faire. Les permis d'aménager d'un PRL pour mettre des HLL dans une zone inondable, c'est juste pas possible. Voilà. Donc c'est ça. Le problème sera réglé très vite. Ça limite et il faut pouvoir, dans la topographie, installer des chalets qui sont moins mobiles que des mobil-homes. Il faut que le PLU, une HLL est démontable, parce que ça reste pas mobile, mais c'est démontable. C'est la définition même de l'habitation légère de loisirs qui le sépare d'une maison en dur. Donc c'est démontable, mais pour créer un PRL, il faut un PLU qui corresponde à cette activité-là. Ça passe par un permis d'aménager, par une étude environnementale, une loi sur l'eau. D'accord. Donc ça se fait pas comme ça. C'est pas juste on dépose une autorisation. C'est un permis d'aménager qui est instruit sur le même circuit, les mêmes contraintes ou réglementations en tout cas, qu'un lotissement classique. Sauf que la seule différence d'un lotissement classique, c'est qu'on peut pas mettre une maison avec des parpaings, on peut mettre l'habitation légère de loisirs. Mais les circuits de décision d'instruction, même si ça reste du loisir, c'est pas instruit comme un permis d'aménager d'un camping, c'est instruit comme un permis d'aménager d'un lotissement. D'accord. Toute la lourdeur administrative, mais d'un autre côté, le côté enclin, quel est l'intérêt pour une municipalité, et justement tout ce circuit, de valoriser ça? Alors par rapport à des habitations en dur, on l'a bien compris, c'est-à-dire de ne pas artificialiser les sols, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, mais entre un camping normal et le fait de vous donner l'autorisation pour la transformer en PRL, vous devez avoir pas mal de soucis là-dessus, parce que finalement il n'y a pas grand intérêt pour eux. Comment ça se passe? Alors, nous, on n'a jamais eu l'occasion de transformer un camping en PRL, c'est toujours des terrains nus. C'est une création. C'est toujours 100% de création. C'est compliqué de transformer un camping en PRL, sauf quand on le fait en interne, comme l'a fait Jean-Marie, on évoquait tout à l'heure, parce que quand on achète un camping, on achète un foncier et un fonds de commerce, et le fonds de commerce, on peut le mettre à la poubelle, donc économiquement, c'est compliqué d'acheter un camping pour le transformer en PRL. Donc nous, tous les projets qu'on a eu, c'est ou des anciens centres de vacances qui étaient fermés, ou des terrains nus où on démarre tout à zéro. Et les terrains qui sont classés en zone loisir, encore une fois, point de vue économique, créer un camping c'est compliqué parce que ça coûte plus cher de créer un camping qu'en acheter un tout fait. Donc les terrains qui sont classés en zone loisir où il n'y a rien, camping ça marche pas trop économiquement, il n'y a que le PRL où il peut y avoir une sortie économique qui soit viable. Parce qu'il y a des terrains qui sont identifiés comme loisirs mais qui pour l'instant
l'instant n'ont rien dessus, quoi. Non, pas Il y a un classement qui est au PLU, il y a des PLU qui veulent du loisir sur leur commune. D'accord. Ouais. Mais il faut trouver une issue qui tienne la route. Les municipalités aussi, ça répond à une autre forme de tourisme parce que dans un PRL, il y a moins de concentration comme on peut avoir dans nos campings du 1er juillet-août et le reste de l'année, il n'y a rien. Dans un PRL, c'est des gens qui vont venir passer des longs séjours. Peuvent venir passer. Il y a 2 types de clientèle dans nos PRL. C'est ou des gens qui achètent pour venir en vacances et pour louer l'été, s'amortir les frais, et qui vont venir les week-ends et les vacances tout le reste de l'année. Des seniors un peu retraités qui viennent, retraités, qui vont venir passer 6 mois, 8 mois, 10 mois de l'année et qui repartent chez eux l'hiver. Donc c'est des parcs qui vivent toute l'année. D'accord. Et ça évite de faire de la spéculation aussi immobilière pour le coup et de prendre peut-être des hébergements qui peuvent permettre de loger des gens à l'année. Exactement. Ici, on est bien placé pour savoir ce que c'est les zones tendues. Donc c'est vrai que chaque fois qu'un client achète chez nous ou ailleurs, mais il n'achète pas un appartement ou une maison qui pourrait être louée à l'année. Donc c'est une forme aussi de réponse à répondre à la demande de la résidence secondaire qui existe et quoi qu'on dise, elle existe et elle est là, mais sans empiéter sur l'immobilier classique. Finalement, c'est vertueux pour ce côté, le côté spéculation foncière pour prendre des logements à l'année parce que la ressource elle est définie pour le coup. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir que, par exemple, on est bien placé pour savoir que, mais vous avec Incitom qu'au Pays Basque, c'est compliqué de créer du logement en plus, sauf cette partie légère qui finalement aujourd'hui, vu que c'est démontable, il n'y a pas d'artificialisation des sols. Très peu. Les voiries. C'est éco-conçu. Ouais, d'accord. Les chalets sont éco-conçus. On travaille avec des fabricants. On est très attaché. On a une politique RSE qui est assez pointue et exigeante là-dessus. D'accord. Donc on travaille avec des fabricants qui ont des constructions éco-conçues, fabriquées en France, sans patriotisme aucun, mais ça veut dire que les clients, on peut les envoyer visiter les usines avec qui on travaille. On pourrait trouver des chalets moins chers dans des pays de l'Est ou quoi, qui seraient beaucoup moins chers. Mais le SAV quid, parce qu'il y a une garantie fabricant de 10 ans quand on vend une HLL. Donc avec un constructeur du Pays de l'Est, je pense pas qu'on l'aurait, et on voudrait pas l'avoir en tout cas. Une filière, on fait des choses très bien en France. On travaille avec des locaux, avec des entreprises PME comme nous, et donc c'est notre ADN, elle est là et on veut surtout pas en changer. Des fois, donc les voiries, des fois ils vous demandent de pas les artificialiser aussi au niveau des voiries peut-être, ou ça c'est compliqué quand même. Il faut trouver toujours les bons compromis entre pas imperméabiliser surtout, c'est le gros sujet, et avoir quand même une solution qui dure dans le temps, parce que c'est pour avoir des trous, si c'est de la grave jaune, c'est très beau quand c'est neuf, mais au bout de 6 mois il y a des trous partout. L'été ça fait une poussière infernale, l'hiver ça fait de la boue, donc il faut trouver le bon compromis à tout ça. Après vous faites un parc aquatique souvent là-dessus pour créer de la valeur, parce que entre acheter justement une résidence secondaire et il y a tous les avantages du côté un peu piéton, le côté service, donc c'est quand même, vous avez des services qui sont alloués. Services j'imagine inertes entre guillemets, où il n'y a pas d'humains ou alors peu d'humains pour alléger les charges de copropriété. Par exemple il n'y a pas d'animation, où vous avez des PRL avec des services d'animation, des soirées, la restauration. Nous, on gère pas les services, puisque une fois qu'on a vendu, j'ai piqué tout à l'heure, on rétrocède. Donc après, c'est entre copropriétaires. Ils se créent eux-mêmes des animations, ils font venir des food trucks, ils peuvent faire venir des petits marchés dans certains PRL. C'est eux qui font vivre leur village, quoi, en fait. D'accord. Il y a des partenariats avec des boulangers ou des artisans locaux qui peuvent venir faire du dépôt. Enfin, ça, après, c'est l'ensemble des copropriétaires qui se gèrent. Il y en a qui font des animations, il y en a qui font des choses super bien. Et souvent, les infrastructures, c'est souvent parc aquatique, pas de restaurant qui crée, c'est plutôt de la restauration légère aussi. Il y a une salle commune où ils peuvent créer des repas, des manifestations. Il y a un parc aquatique, une aire de jeu, un petit stade souvent. Il y a des endroits où il y a des wellness avec sauna, jacuzzi, hammam. Enfin, ça dépend des sites, ça dépend de la taille du site, ça dépend aussi de la situation géographique. Oui, si c'est en bord de mer, peut-être moins utile que si c'est un rétro-littoral. La copropriété, juste comment ça se gère? C'est à la majorité du coup que c'est prise de décision, parce que c'est vrai que ça doit être... C'est une ASL classique où il y a des décisions qui se prennent à majorité simple, des décisions qui se prennent à majorité qualifiée. C'est dans des statuts qu'on leur propose, qu'on travaille avec eux, et après, c'est des statuts qui vivent. L'intérêt, il est là. En termes de coût pour un nouveau copropriétaire, comment ça se passe? Donc c'est un hébergement donc chalet, il y a l'achat de la parcelle plus ça. Qu'est-ce que ça représente comme coût? Est-ce qu'ils ont accès au crédit? Voilà un peu comment est-ce qu'on peut devenir propriétaire de... Et les prix, on va dire, c'est une fourchette, donc terrain plus HLL, et dans l'HLL tout est équipé, donc ça arrive avec les lits, les rideaux, la cuisine équipée, le micro-ondes, etc. On va dans une fourchette de 130 à 300 000 euros, on va dire. D'accord. Vraiment pour selon la taille. Vraiment la taille du chalet, la taille du terrain.
Et l'emplacement. Ouais. Quand on a fait un PRL à la Baule, qu'on a fini il y a 1 an ou 2 ans, le foncier était plus cher qu'un qu'on fait à l'intérieur des terres. Donc le prix du foncier varie en fonction de l'endroit où on est. La HLL pas trop, à part la distance des transports par rapport à l'usine, mais ça varie pas beaucoup. Donc on est sur cette fourchette là, 130, 290, vraiment 300 pour les très gros parcelles. Et nos clients, ils font appel au crédit en partie. Pas en totalité, mais en partie. Mais oui, il y en a qui vendent un bien pour acheter, il y en a qui font appel au crédit, il y en a qui ont les moyens de le payer cash, mais ils veulent garder les liquidités, donc ils font un prêt relais. Souvent quand même, parce qu'ils comprennent ça les banques, la typologie, ils commencent à connaître en tout cas, parce que mais qu'est-ce que j'achète, parce que du coup on a une hypothèque en face, il faut leur expliquer quoi. Il faut leur expliquer, on arrive bientôt à 1000 ventes, D'accord. Et donc ça doit faire 1000 fois qu'on explique. Ah ouais. Parce qu'il y a une hypothèque, l'HLL, il y a des banques qui considèrent que, parce que quand nous on vend un terrain d'un côté, donc chez le notaire, et une HLL qui n'est pas un bien immeuble. Oui. Donc il y a une facture classique, mais quand c'est neuf, c'est 2 ventes. Et par exemple, un particulier qui achète ça et 1 an après, 2 ans après, il revend, c'est une vente immobilière globale. D'accord. Donc il y a les banques qui le comprennent, qui font des jolis dossiers, parce qu'ils considèrent que c'est un bien, un ensemble, donc ils prennent une garantie sur l'ensemble. Il y a des banques, c'est pas leur politique, ça dépend un peu de chacun. Justement, vous, tu disais que vous arrivez à 1000 ventes, mais du coup, c'est là où vous pouvez avoir un certain conseil, une antériorité, dire aussi que vous pouvez vous tourner vers telle banque ou tel courtier pour accéder justement au... On travaille avec un courtier qui connaît bien notre métier et qui a créé des liens, des partenariats avec 2 ou 3 banques qui répondent à nos besoins. Il s'appelle comment le courtier ? Vanetis, d'accord, ok. À La Rochelle. Donc ils aident à l'accession comme ça, et donc après on est propriétaire de cet hébergement, on peut en profiter toute l'année. Vous êtes chez vous, donc vous n'avez pas d'autorisation à demander, vous passez par l'accueil, donc il y a des gens chez vous, donc c'est accessible toute l'année. C'est pas que des résidences secondaires, il y a des gens qui vivent là l'année. Juridiquement, c'est compliqué de contrôler s'ils sont là un jour ou 365 jours. C'est pas destiné à ça en tout cas. Nous on vend pas ça pour la résidence principale. Quelqu'un qui passerait 7 mois de l'année, fiscalement il devrait déclarer ses revenus là, puisqu'il c'est 6 mois un jour. D'accord, ok. Quelqu'un qui est là 7 mois de l'année, qui rentre 5 mois chez lui, fiscalement il devrait être là. Ouais, d'accord. Donc la notion de résidence principale à l'année, pas à l'année, très complexe. Les gens payent un impôt foncier, payent une taxe d'habitation pour la plupart du temps. Le seul moyen qu'il y avait autrefois, je parle comme un vieux, de contrôler ça, c'est la déclaration de la taxe de séjour. Donc quelqu'un qui aurait déclaré 365 jours de taxe de séjour, on aurait pu lui dire, monsieur, vous vivez à l'année. Vous vivez à l'année. Maintenant, ils ont supprimé, ils payent une taxe d'habitation et un impôt foncier. D'accord. Par contre, c'est le sujet aussi qu'on a avec les municipalités, c'est qu'on ne peut pas surveiller tous les jours toutes les personnes qui sont là un jour ou 365 jours. C'est très rare. Par contre, ce que la municipalité ne doit pas aux personnes qui pourraient être l'année, c'est tous les services qu'on donne aux résidents du village ou de la ville. Ouais. D'ailleurs, les aides à domicile, tout ce qui est service aux habitants résidents à l'année ne sont pas dus par la municipalité, puisque les gens ne sont pas censés être là. Okay. Alors, il y a des communes, à l'inverse, qui les arrangent des fois parce que c'est des petits villages. Il leur manque de la population pour combler ces services-là. Ils sont bien contents d'en trouver, mais bon, très franchement, avec maintenant 10 ans de recul, ça concerne peut-être 5% des gens, et encore. Ça peut aussi pas une période. Il peut y avoir un événement dans une vie, un décès, un divorce, etc., où les gens vont peut-être venir là parce qu'ils ont un pied à terre, donc ils vont venir là pendant 1 an, 2 ans. Mais sur le long terme, on ne vit pas 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une HLL. D'accord. Finalement aussi, ça fait de la taxe foncière qui n'existait pas avant, vu qu'il n'y avait pas de terrain aussi pour les municipalités. Donc c'est vrai que ça a ce côté positif. Après, donc, dans le règlement de copropriété, j'imagine, doit entretenir sa parcelle, ne peut pas repeindre son hébergement. Il y a une uniformité, on ne peut pas faire de clôture, de portail, de garage. Tout ça, vous avez cette expérience avec les juristes. Et donc vous faites combien de programmes à peu près par an, du coup, 1000 sur combien de temps, vous disiez ? On a commencé en 2015. Donc ça fait une centaine, on va dire une centaine par an. D'accord. Il y a eu avant Covid, il y a eu le Covid, et maintenant il y a le futur Covid, enfin le futur après Covid qu'on maîtrise pas trop. C'est vrai, une centaine de chalets par an. D'accord, et donc en moyenne les parcelles, elles font combien de parcelles ? La parcelle du PRL, dans un camping c'est 30% d'emprise au sol, dans un PRL c'est 20%. Y compris la terrasse. Donc c'est des parcelles plutôt grandes, puisqu'on vend pas beaucoup de petits chalets, on vend plutôt des grands chalets. Donc là où il y a 3 chambres. On va dire que 2 chambres, 3 chambres. La moyenne des parcelles, on démarre à entre 300 et 500 mètres carrés. D'accord. Ce qui est proche d'un lotissement classique, parce que même dans le lotissement classique, pour en faire, les gens ne veulent plus avoir des terrains de 2000 mètres carrés et passer leur week-end et leurs vacances à attendre. Ils veulent des terrains de plus en plus petits, ce qui est bien pour l'artificialisation des sols aussi. Dans un PRL, on est à peine un peu plus petit qu'un lotissement classique, mais donc il y a quand même de la place. C'est des structures qui font
environ une cinquantaine de lots. Combien de lots en général? Ouais, un programme c'est entre 50 et 80 lots. On a D'accord. fait, le plus gros qu'on ait fait c'est 133 lots. Ah oui, d'accord. Le plus petit c'est 6 lots, donc on s'adapte. C'est pas des énormes PRL en général. Et par contre, ça permet d'avoir des endroits très sympas, alors sous réserve que ce soit validé par le côté inondable, etc. Mais souvent des jolies parcelles. Alors vous êtes soumis à la loi du littoral quand même, ou du coup non? Si c'est un terrain de loisir qui est ok, vous pouvez y aller. On est soumis à toutes les lois. On fait ce que le PLU peut autoriser. Ouais. Si on est soumis à la loi littorale, il faut voir avec les services de l'État qu'est-ce qu'ils autorisent ou ils n'autorisent pas. Mais on peut on peut envisager, être comme soumis il y aux a des ABF. mobilhomes qui sont sur la mer, je crois que c'est la bande des 50 mètres ou des 100 mètres, finalement, vu que vous À artificialisez bande de pas. 100 mètres, on peut rien faire. Ah ouais, voilà. Non, Donc il y a ça, plus... le littoral, c'est 1 km, donc ça dépend des cas. Ça dépend des volontés politiques aussi. Mais après, on conforme à toute la réglementation en termes d'urbanisme. Les HLL, maintenant, sont en plus une norme RE 2020, comme la norme environnementale des logements. D'accord. Classique. Donc on est vraiment dans de l'immobilier de loisirs. Nature et résidence, donc aujourd'hui, c'est donc cette partie PRL qu'on a bien identifiée. Juste pour revenir sur la partie, tu as parlé de avant Covid, pendant le Covid, après le Covid. Comment se porte le marché? Comment se porte le marché de la résidence secondaire, de loisirs comme ça? Est-ce qu'il y a eu un gain, enfin j'imagine un fort attrait pendant le Covid, après le Covid, comment ça se passe au niveau de la demande et de l'offre? Post-Covid, ça a été un peu la folie. On a doublé, voire triplé les demandes et les ventes. Aujourd'hui, ça se tasse, on va pas se mentir, ça se tasse, comme le marché de l'immobilier en général. Ouais. C'est encore trop tôt pour savoir si on revient à des ratios d'avant Covid. Ouais, d'accord. Ou s'il va y avoir un tassement. Entre les taux d'intérêt qui ont augmenté, les normes RE 2020 qui sont venues augmenter le prix des HLL aussi, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une augmentation de 20-30% sur l'ensemble. Pour autant, la clientèle est toujours là, mais voilà, les taux d'intérêt, les banques prêtent moins facilement. Aujourd'hui, il faut batailler plus longtemps et plus souvent qu'avant. Est-ce que tout ça va revenir? Il y a la confiance aussi des acquéreurs, avec toutes les incertitudes politiques qu'on a actuellement, ça favorise pas l'investissement. Donc on garde espoir parce que les sites sont bien placés, cette demande de résidence secondaire est là, même s'il y a un tassement et un peu d'inertie entre la peur d'investir, les problèmes d'avoir un crédit. Ça, je pense que dans le temps, on reviendra un peu à la normale et puis on reprendra un cycle normal. Quoi. Parce que vous, après, vous avez beaucoup de gens qui ne font pas forcément de crédit, mais qui ont besoin de vendre, et vu que le marché de la vente aussi est un peu compliqué... Les ventes en cascade, ils ont un appartement à vendre pour acheter chez nous, mais quand l'appartement, ils ne le vendent pas aussi cher qu'ils veulent. Voilà, les propriétaires aussi prennent un peu raison sur les prix qui, après le Covid. C'est compliqué de dire à quelqu'un, il y a 2 ans, vous aurez vendu votre bien 300 000, aujourd'hui il vaut 250. Vendu à ce prix-là, mais bon, il fallait vendre à l'époque, c'est comme ça. Quelque part, je ne cache pas, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais on reste très positif. Mais quelque part, c'est bien aussi que ce soit assaini, parce que le post-Covid, tout le monde me disait, t'as doublé les ventes, c'est super. Je dis non, parce que ça pose d'autres problèmes. Ça pose des problèmes de logistique, de travaux, etc. L'offre, elle n'est pas extensive non plus. Vous avez exactement. Et puis c'était devenu, il y a des prix qui étaient devenus complètement dans l'immobilier classique, pour l'avoir vécu, chose qui était complètement incohérente. Donc c'est bien que le marché soit quand même assaini, même s'il y a un creux de vague à passer. C'est bien pour tout le monde que ce soit que vendre plus cher, c'est bien, mais ça rapporte des fois pas plus que vendre moins cher, quoi. Parce que ça dépend. Ça dépend où part les marges, ça crée des soucis. Des gens qui sont pas forcément prêts à faire cet acte d'achat et donc du coup qui peuvent être derrière plus embêtants. Puis on est moins efficace, on est moins performant, on a des problèmes sur les chantiers, on livre moins bien, les clients sont moins contents. On n'a pas fait que des belles choses. Enfin, on a eu des fois plus de soucis que qu'on essaie de rattraper, d'être efficace et réactif avec nos clients, mais c'est pas toujours bénéfique. Et après, il y a le côté offre. Donc vous, un processus entre j'identifie qu'il y a un terrain de loisir, je vais faire les demandes, bon c'est hyper variable j'imagine, mais votre processus moyen entre l'idée à la livraison complète, ou en tout cas au permis de construire, parce que j'imagine c'est ça qui valide, et après la commercialisation, c'est quoi? Un permis déjà c'est 2-3 ans. Voilà, pour l'obtenir. Après, il faut faire une pré-commercialisation, vendre un certain nombre avant de démarrer les travaux. Et après, vous faites ça, pour que après vous puissiez avoir les accords pour avoir nous-mêmes nos financements. D'accord. Un programme complet, ça dépend de la taille du programme, je veux dire entre 3 et 10 ans pour vendre les derniers lots. Donc il faut le gérer, ça aussi. Ceux qui ont acheté la 4e année et qui doivent parfois attendre 2 ans, 3 ans pour avoir qu'il n'y ait plus de travaux, etc. Il faut être transparent avec les clients, ce qu'on essaie de l'être. Des fois on nous le reproche, mais au moins, voilà. On essaie toujours d'être conciliant. On essaie toujours d'être au rendez-vous, mais de toute façon, le modèle économique et technique de ce genre de programme-là, on ne peut pas faire autrement. C'est l'horizontal. Donc la durée de la commercialisation et de la conjoncture aussi. Exactement. Et la conjoncture. Voilà. Et vous, c'est un peu comme un programme neuf, quoi. C'est d'arriver à avoir 40% de prévendu. Et après, quand même, la lame de fond
fait qu'aujourd'hui les gens reviennent aussi un peu, on construit en vertical. Là pour le coup c'est vraiment de l'habitation en horizontal, avec les pieds dans le sable ou dans l'herbe et tout ça. Donc ça c'est quand même une lame de fond qui va dans le côté positif, où vous créez de l'offre en plus qui est légère. On a aussi les autres contraintes maintenant de l'artificialisation des sols, où même si on n'artificialise pas peu, mais quand même. Et puis je pense que la loi a été c'est un bon fond, mais quelques ajustements qui devront être amenés pour l'habitation traditionnelle ou pour notre métier. Parce que par exemple, quand on a un terrain de 500 mètres carrés, c'est compté comme si on a artificialisé 500 mètres carrés. Alors que si la maison ou le chalet fait que 50 mètres carrés, il y a 450 mètres carrés qui sont en herbe. Donc il y a des petits ajustements comme ça, je pense qu'on verra nouveaux dirigeants qu'est-ce qu'ils vont penser. Mais bien sûr qu'il faut faire quelque chose, bien sûr qu'il fallait changer des choses, mais je pense qu'on est passé d'un tout à rien ou d'un rien à tout. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Parce que au-delà de nos intérêts personnels, les PRL encore c'est de la résidence secondaire, donc s'il n'y a plus de résidence secondaire, bon, personne va mourir. Mais je pense qu'on va être confronté à une crise du logement encore pire qu'elle est. S'il y a moins d'offres, les prix vont continuer à augmenter. Enfin, c'est l'offre et la demande. Donc, et puis indirectement, par cascade, vu que vous libérez de la résidence secondaire pour des gens qui ne vont pas faire de spéculation sur ce qu'on disait au début, finalement vous participez à l'augmentation et à la souveraineté des appartements en dur qui doivent être... modestement, mais il faut trouver des terrains. Mais il y a plein de choses là aussi. J'ai déjà proposé à différentes municipalités. On peut répondre aussi via du terrain en zone loisir à l'hébergement pour les saisonniers par exemple. C'est une grosse crise sur toutes les côtes. On met l'hébergement saisonnier avec de l'HLL, avec des hébergements qui peuvent servir aux saisonniers l'été, un hébergement d'urgence l'hiver. Il y a plein de choses à inventer et à imaginer sans venir construire du béton. J'ai rien contre le béton, mais sur des terrains qui sont modifiables, transportables, démontables, déplaçables. Mais il faut encore, faut-il qu'il y ait une volonté politique forte, qui veuille bien comprendre ce qu'on fait, quel métier on fait, nous ou d'autres. Parce que vous, c'est très politique du coup, comme exercice d'aller faire de la pédagogie. Bon, j'espère que ce podcast pourra participer à ça. En tout cas, c'est passionnant comme sujet. Mais oui, j'imagine que pour le coup, il faut faire beaucoup de pédagogie. Et donc hier, le reportage à Capital va pouvoir permettre, en tout cas, alors c'était peut-être plus orienté consommateur. Là, on est plutôt stratégie, pédagogie, réflexion sur le logement. Mais voilà, hier, j'imagine que c'était plutôt pour la demande, quoi. Pour l'offre, c'est autre chose, quoi. Oui, enfin la politique, moi j'en fais pas, donc je veux pas en faire, j'en ferai jamais. Mais il y a de la pédagogie, oui. C'est vrai que des fois, il y a des problèmes à résoudre. On parlait des hébergements saisonniers, des hébergements d'urgence. On peut sortir du cadre classique. Il y a des choses à faire. C'est la construction en bois, c'est éco-conçu, ça répond à toutes les demandes environnementales vers lesquelles on va. Et il faut juste que les deux mondes se croisent. Nature et résidence, du coup, ça a été créé, et en plus, donc vous êtes une marque maintenant qui vit de manière, comme on l'a vu, sur des heures de grande écoute comme ça, et qui fait de la pédagogie. Aujourd'hui, comment vous êtes structuré pour gérer ça ? Justement, tu dis que tu faisais pas de la politique, mais tu dois en tout cas parler aux politiques là-dessus. Comment vous êtes structuré au sein de Nature et Résidence? Et après, tu vas pouvoir aussi nous parler des autres antennes, du coup, des petits frères ou grands frères maintenant de Nature et Résidence. Donc on est structuré, on a notre siège à Anglet, au Pays Basque. Je suis bayonnais, donc on a le siège ici. Après, on a une équipe marketing, communication en interne. On commercialise tout en interne, donc on n'a pas de réseau d'agence ou d'apporteurs d'affaires. Service comptabilité, administration des ventes. Et après des commerciaux sur les différents départements ou zones géographiques qu'on est. Et moi je m'occupe du développement, des financements et des relations avec les mairies, etc. C'est toi qui fais ça, t'as pas de personne qui va aussi chercher les fonciers comme ça, prospecteur foncier comme on dit dans le... Si, on a un développeur en interne, mais de par la spécificité et de par la rareté un peu du produit, sans prétention, j'ai jamais fait de prospection foncière. C'est toujours des contacts qui nous ont sollicités pour ou des municipalités. Ou des privés qui tapent PRL sur internet et bon, ils nous trouvent souvent. Donc j'ai jamais vraiment fait de démarche active de recherche jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que demain je serai amené à le faire. C'est moi qui gère ça, et j'ai mon directeur qui est vraiment mon bras droit, qui aussi m'accompagne beaucoup là-dedans, qui s'occupe plus de la partie commerciale et technique, mais on a un directeur technique aussi qui s'occupe des chantiers. Les chantiers. Et fais-nous rêver, t'es tout seul ou t'es plusieurs? Parce que du coup t'as l'air d'être quelqu'un qui arrive à s'entourer et qui est le bon pote, en tout cas qui a plein de potes. Là, tu es tout seul dans l'aventure ou vous êtes à plusieurs? Non, j'ai des associés, moi je suis majoritaire, mais j'ai deux associés dormants, on va dire. Non, Philippe, on travaille plus ensemble sur ces sujets-là. J'ai deux associés qui sont des partenaires
financiers ou industriels qui m'accompagnent. Donc ça c'est vraiment ton sujet de prédilection, nature et résidence. Et après tu as décliné la marque sous d'autres ombrelles. Donc Nature Résidence Group, c'est le groupe. D'accord. On n'a pas été chercher très loin en termes marketing. Okay. Et après il se divise en 5 marques. D'accord. Donc il y a Nature Résidence Village, c'est les parcs résidentiels de loisirs. D'accord. Nature Résidence Silver, c'est des parcs résidentiels de loisirs, mais destinés à une clientèle plus âgée, style résidence de service. C'est les mêmes HLL, mais qui sont plus adaptés à une clientèle un peu plus senior, un peu plus de domotique, du signalement lumineux pour la nuit, des services qui sont là pour accompagner administrativement, faire des courses, les accompagner à la plage. Donc on a un premier test à côté de Royan, à Saint-Romain-de-Benay, dans le 17, entre Saint-Romain-de-Royan et Saintes. C'est un premier village senior qui s'appelle Silver. Donc on compte en faire d'autres. Là pareil, on crée une marque, on crée un nouveau modèle, on casse un peu les codes de ce milieu de la résidence-service. Donc il faut le temps de le lancer. Parce que souvent c'est vertical dans des immeubles et tout ça, comme le c'est hyper-centre, etc. Donc, là il faut trouver le juste milieu entre être un peu à la campagne mais être pas loin des hôpitaux, des services médicaux, etc. Parce que c'est une clientèle plus âgée, qui est complètement autonome mais plus âgée. Donc ça c'est. Les services aussi, là pour le coup c'est pareil, c'est l'association qui va gérer, parce que vous, après vous sortez. D'ailleurs, est-ce que vous avez, vous, un service de conciergerie un petit peu qui va les aider? C'est une des marques. Ah oui, d'accord. Okay. À l'inverse des autres parcs, on gère les parties communes et on apporte les services aux résidents via la marque Nature Résidence Service. D'accord. Donc, Village, Silver, les services pour les Silver. D'accord, Nature Résidence Loisirs, depuis, j'ai dit tout à l'heure que j'avais arrêté les campings en 2015. J'y suis revenu avec un associé, Jean-Philippe, depuis 2020. D'accord. Donc on a recréé un groupe de camping. Aujourd'hui, on gère 7 campings avec un projet de développement. Donc ça, c'est Nature Résidence Loisirs. Et après, l'immobilier, on va dire classique, un peu marque ombrelle, qui est Nature Résidence Habitat. 5 marques-là, mais on fait le service, la gestion locative et les différents types de métiers, PRL, camping, immobilier. Donc on a dû séparer tout ça parce que on peut plus appeler Nature Résidence partout. Non, c'est une holding, j'imagine, le groupe. Mais après, toi par exemple sur la partie loisirs, tu as un associé qui n'est pas associé forcément. Exactement. Si juridiquement tout est bien séparé. D'accord. C'est pas les mêmes associés, mais on travaille avec des marques communes. Et tu es revenu du coup maintenant sur la partie camping. Tu en avais marre des saisons, mais tu n'es plus derrière le bar ou à l'accueil. Je suis revenu d'une façon un peu différente. Je savais que ce que je voulais plus comme camping. Ouais, d'accord. C'est quoi comme camping maintenant que tu Donc c'est des campings entre 100 et 300 emplacements. Donc camping taille moyenne. Plutôt, sur certains cas en tout cas, une clientèle résident. D'accord. C'est notre ADN. Donc, d'accord. Donc, il y a plusieurs avantages. Un prospect qui n'a pas le budget ou qui n'a pas encore la volonté de devenir propriétaire du terrain et du chalet, on peut l'orienter dans un camping, acheter un mobil-home et être locataire de sa parcelle. Voilà, donc c'est camping et sur la même zone géographique, c'est-à-dire toute la côte atlantique. On est de Camaret-sur-Mer à Pointe-de-la-Bretagne jusqu'à Saint-Pé-sur-Nivelle au Pays Basque. D'accord. Et de l'autre côté, on est de l'Aude à l'Hérault. Donc c'est notre secteur d'activité pour les PRL aussi. Tout ça pour créer des synergies en termes de communication, d'offres de produits, de stabilité aussi, parce que l'immobilier ça fait des dents de scie. Le camping vient un peu stabiliser et pérenniser, ne serait-ce que les frais de siège par exemple. Donc voilà, c'est des métiers complémentaires, cousins. Et c'est pas toujours du résident dans un camping comme à Saint-Pé-sur-Nivelle, vous n'avez pas toujours, vous avez de la mixité, vous avez aussi de la location on a des locatifs, le curseur des résidents, je pense que sur les 7 campings on doit avoir 30% de résidents à peu près. Et après c'est du résident, c'est du locatif pardon, des emplacements nus qu'on équipe avec des sanitaires individuels, on fait un métier de camping classique. Donc ce que tu voulais pas comme camping, c'était le camping full tourisme semaine, avec un peu de résidents aussi pour pouvoir orienter votre... Mais et finalement pas trop petite structure aussi pour avoir la possibilité d'embaucher un directeur sur place, donc c'est comme ça que vous êtes structuré. Tout ce qui est grosse animation, grosse structure, etc., il y a des gens qui le font très bien. On n'avait ni les moyens ni envie de faire ça. D'accord. Donc on est sur une structure un peu plus petite, un peu plus familiale, un peu plus tranquille, on va dire. Sans aucun préjugement sur ce qu'on fait. Pas trop petite non plus pour quand même avoir des économies d'échelle. Pour avoir quand même un volume minimum. Donc Habitat, finalement, tu es plutôt là-dessus, mais tu disais que tu avais une autre activité. Comment tu fais la part des choses entre Habitat, Nature et Résidence Habitat et Insitom? C'est deux prospections différentes. Moi, je suis associé fondateur d'Insitom. Je ne suis pas du tout opérationnel, je suis au comité de direction. J'apporte parfois du réseau ou d'autres compétences, mais je ne suis pas opérationnel. Moi, je suis beaucoup sur la route, donc entre mes campings et le PRL, j'ai déjà beaucoup de voitures. Tu es encore beaucoup sur place. Je suis toujours sur la route.
D'accord. Ok, ouais, tu dois avoir des journées bien remplies à ce qu'on entend. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu identifierais le succès de ça. C'est le fait que tu le fasses avec le cœur, avec des belles personnes, le fait que tu aies du nez. Comment tu t'es mis là-dedans? Est-ce que tu prends plaisir? Et finalement, est-ce que c'est pas ça la clé du succès aujourd'hui? Parce que c'est vrai que tu l'as évoqué tout à l'heure et c'est un truc qui m'est assez cher et je trouve ça hyper intéressant que tu puisses l'évoquer, le fait que justement tu fasses pas que ça par l'argent et que finalement aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à prendre la route alors finalement tu avais vendu déjà quelques campings et que tu aurais pu être plus tranquille. Finalement, tu es encore animé par dynamiser cette activité? Non, je suis animé et motivé, je suis encore jeune. T'as quel âge? Après, je viens de faire 51 ans, donc j'espère qu'on est encore jeune à 51 ans. Envie d'entreprendre, je suis vraiment un entrepreneur dans l'âme. D'accord. Après, le succès, moi je relativise toujours parce que ça va très vite. Ça va très vite, on le voit en ce moment. Il y a un an ou un an et demi, on nous aurait dit ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc le succès, la meilleure des réussites pour moi, c'est d'avoir fait des belles rencontres humaines, d'avoir des équipes superbes, malgré les temps difficiles, etc. sont présents et répondent là. Le succès, il est là pour moi, il est pas... Et c'est ça qui engendre le succès financier. Le succès financier, on verra, je te dirai ça, dans 10 ans ou dans 15 ans s'il est là. Parce que tout ça reste très fragile tout le temps. Donc, je m'emballe jamais sur le succès. Je me remets en question tous les matins. D'accord. Non, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Et moi, je reviens de vacances à Toulon hier, Porquerolles, là où j'y étais. Et justement, où il y a beaucoup d'artificialisation des sols, beaucoup de privatisation, beaucoup de foncier dans les montagnes où ils ont carrément bétonné les montagnes. C'est impressionnant, Bornes-les-Mimosas. Et donc, du coup, ça répond un peu à ce côté nature tout en dynamisant l'économie. Et aussi, je pense, où voilà, on revient et on retrouve ce côté bâillonné que tu as avec le côté modeste et en tout cas animé par l'humain et ce qui engendre souvent une onde positive qu'aujourd'hui. C'est pas de la fausse modestie quand je parle de ça, c'est que il faut toujours trouver le juste milieu entre investir des fois à risque, parce que quand des fois on investit un projet qui se fait pas, etc., c'est des pertes, mais ça fait partie du jeu. Mais quand même il faut avancer, parce que si on attend d'avoir fini un programme pour en faire un autre, vu les délais qu'on a donnés tout à l'heure, on est mort. Mais il faut aussi pas faire le programme de trop, qui est trop lent à commercialiser, etc., parce que ça mobilise beaucoup de trésorerie. Derrière, il faut convaincre ses partenaires financiers, les banques, c'est un métier très hybride, le PRL, donc les banques comprennent. C'est pas un jugement des banques, mais c'est que on rentre jamais dans les bonnes cases. Il faut toujours se battre. Et quand je dis que le succès est fragile, c'est que c'est vraiment pas fausse modestie. Je suis fier de ce que mes équipes ont fait, de ce qu'on a créé en partant de rien, etc. Mais c'est jamais gagné. Parce que on fait un programme de trop, le marché qui est en train de s'écrouler comme actuellement. Vous le voyez avec une Citom et tout ça, ça doit être compliqué. Si j'avais, n'importe quoi, 5-10 millions d'euros sur le compte, je me disais, bon, pendant 3 ans, c'est pas grave. Et on n'en est pas là. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le côté. Moi je dis souvent, les promoteurs, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Et c'est vrai que souvent, il y en a quand ils rient et quand c'est top, ils perdent pied. Toi, en tout cas, ça fait beaucoup d'années que tu es là. Et si aujourd'hui. Moi, dans mon groupe, je n'ai jamais distribué 1 euro de dividende à personne. Tout est réinjecté chaque fois dans la marque. Donc aujourd'hui, tout ça est dans du stock. Mais ce stock-là, s'il met 3 fois plus de temps à se vendre et que pendant ce temps-là, les frais de structure continuent à bouffer, donc ça peut être... camping, c'est un côté un peu plus patrimonial, mais il faut quand même être là au rendez-vous des chiffres. Oui, c'est très saisonnier quand même. Chaque année, l'immobilier, donc je ne suis pas un entrepreneur financier qui a des réserves de 20 ans. Donc quand je dis ça, je ne me plains pas, mais il faut rester vigilant. Et je dis que je me remets en cause tous les matins, c'est vraiment le cas. Parce que, mais je suis très bien entouré et mes équipes se répondent présentes quand c'est un peu plus difficile. C'est une grande chance que j'ai. Je préfère réussir plus humainement que financièrement en tout cas. Non, mais c'est ça qui est intéressant et souvent ça crée un cercle vertueux que tu dois constater quand même au quotidien et c'est là où ce côté humain on le sent bien et je pense que ça doit créer plein de belles choses en tout cas. Est-ce que tout à l'heure je t'ai demandé donc où est-ce qu'on peut vous retrouver déjà Nature et Résidence si on veut du coup venir en vacances pour une semaine, si on veut acheter un PRL ou se renseigner sur un PRL, ou si on a notre grand-mère ou nos parents qu'on souhaite mettre dans un PRL, c'est quoi le chemin normal? Il y a le site natureetrésidencegroupe.com où il y a toutes les marques, et après chacune est déclinée sur le bon site. D'accord. Sinon, ça va être compliqué à retenir pour les auditeurs. Village PRL, loisirs camping, Silver, PRL senior. Ok, et après, toi personnellement, si on veut rentrer en contact avec toi, c'est sur LinkedIn, sur... LinkedIn, mon portable, tous mes clients peuvent avoir accès à mon portable, ils m'appellent au siège, je laisse un message, ils m'envoient un mail sur contactnaturrésidence.com, c'est moi qui gère l'adresse contact. Donc toutes les demandes d'appel
tous les clients partout. C'est moi qui dispatche après. D'accord. Pas pour une semaine de vacances. Pas pour le camping. Ça serait compliqué à gérer. D'accord. Mais non, je suis joignable sur Facebook, sur LinkedIn, Insta. Je suis trop vieux maintenant. Mais mes fils me disent ça. TikTok, n'en parlons pas. Mais j'ai 3 fils qui m'expliquent que je suis un vieux. Ils sont dans le business. Ils ont quel âge? Non, mais mon fils aîné, il a 22 ans, il a une école de commerce. Et l'autre, il vient de passer le bac de français. Et le petit dernier, il a 7 ans. Donc pour l'instant, à part l'aviron baïonné et les ballons de rugby, il avait raison. Et non, je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, au siège, sur l'adresse contact. Et tout à l'heure, tu redisais que, pour faire un petit aparté, ce que tu me disais au début, c'est que Nature et Résidence, on sent bien le côté confiance. Souvent, notamment dans la partie location, où on achète un hébergement sur une parcelle un peu volatile, parce qu'en tout cas, c'est des bails précaires, je crois, des baux annuels, ce côté instabilité. Vous, finalement, du fait qu'il y ait une belle marque, en tout cas un groupe derrière, vous ancrez, c'est aussi une garantie là-dessus d'avoir une certaine confiance, contact direct. Voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'aussi, et peut-être pour ça que Capital, hier, vous a fait une belle promotion. C'est-à-dire, sur la partie résidence des campings, c'est un sujet, c'est des baux annuels, donc si juridiquement, de toute façon, on n'a pas le droit de faire plus. Donc, d'accord, ok. La meilleure preuve que je peux donner, c'est que depuis 2000, ça fait 24 ans, bientôt 25 ans que je gère des campings, même s'il y a eu quelques années de coupure. J'ai toujours eu des résidents, et que le mobil-home est 5 ans, 10 ans, 15 ans, du moment qu'il est propre, qu'il respecte les règles. Je n'ai jamais mis un résident dehors. Donc c'est une belle garantie là-dessus. Je ne peux pas donner plus de preuves que ça. On étudie peut-être des clauses on peut donner priorité, même si c'est des baux annuels, on peut donner priorité au renouvellement du bail pendant une durée de 5 ans, 10 ans. Donc on est en train d'étudier ça avec des avocats pour sécuriser un peu. C'est notre ADN, donc je ne dis pas dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, je ne serai plus là, donc je ne veux pas garantir à vie, on ne va pas se mentir. Mais en tout cas, tant qu'on est aux manettes, et on compte rester encore longtemps. Et c'est là-dessus aussi que même sur la partie PRL, hier sur Capital, il disait que justement tout le temps ça ne se passe pas forcément parfaitement, et en tout cas vous disiez que c'était une certaine qualité, quoi. Ils vous ont fait en tout cas cette promotion hier. Regardez les replays, je verrai vous-même de ce qu'ils disent, c'est pas moi qui fais l'article qui ai fait le sujet. Apparemment c'est ça, je le regarde. Mais on est serein en tout cas. On mettra le lien dans l'épisode pour accéder au replay, pour vous faire votre propre avis. Tout à l'heure aussi je te demandais quelle était la personne que tu pouvais nous conseiller pour un prochain épisode. Tu m'as fait l'honneur de me proposer quelqu'un assez intéressant. En tout cas, j'ai plein de choses à lui évoquer, donc si tu peux nous en dire plus. J'ai pensé à la première personne le plus proche d'ici qui est dans ce métier-là, qui gère un camping, c'est Dimitri Ashvili, donc l'ancien joueur de Biarritz, équipe de France, qui est un ami. Donc je vais lui proposer gentiment s'il veut bien venir te voir. On est à 3 km. C'est ça, suivant son emploi du temps, je verrai avec lui s'il est d'accord pour venir. En tout cas, je vais lui proposer. Ça pourrait être intéressant de l'avoir pour voir un peu ce côté image au service d'un camping qui est un camping le mieux placé par rapport à Biarritz. Qui est l'unique camping de Biarritz. Voilà, oui, parce que les autres c'est le Biarritz Camping qui est le seul camping à Biarritz. Même s'il y a un référencement, tous les campings de Bidart sont référence à Biarritz. Oui, bien sûr. Je sais pas de quoi tu parles. Le seul camping de Biarritz physiquement est le Biarritz Camping. Et avec tout ce côté aussi intéressant sur comment avoir un camping avec une certaine pression touristique. En tout cas, il y a un gros attrait, une ville internationale comme Biarritz. Donc plein de choses intéressantes. Donc rendez-vous au prochain épisode si Dimitri veut bien venir ici en physique sur une interview. Merci Louis pour cet échange passionnant. Merci à toi de m'avoir invité. De rien. Reçu. De rien. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. On en tourne un demain. Je ne vous en dis pas plus, mais rapidement, il y aura plusieurs épisodes à venir. À très vite. Merci. Salut. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.